Les récentes révélations mêlant génétique et virologie laissent à penser que le régime chinois se prépare à une troisième guerre mondiale. Un rapport détaillé décrit les méthodes à employer pour affaiblir l'ennemi en vue d'établir la domination mondiale de Pékin. Nous reviendrons sur l'affaire légende digne des plus grands polars. Une enquête a révélé l'implication des membres de la DGSE et des services secrets français dans divers projets criminels. Fin de notre volet dédié au Covid-19. Nous nous pencherons sur la liberté de choix et de conscience face à l'épidémie et les nombreuses restrictions qui l'accompagnent. Zoom sur le développement des villes privées très en vogue aux États-Unis. Leur objectif, créer des zones autonomes en s'affranchissant des règles en vigueur. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Je suis Anthony Bluteau. Les derniers faits d'actualité nous interrogent sur les volontés cachées du régime chinois concernant tout ce qui touche de près ou de loin à la génétique et les conséquences que cela engendre. En effet, le docteur Anders Corr, directeur de Corr Analytics et éditeur du journal of Political Risk, a réalisé un article d'opinion dans le journal Epoch Times qui stipule que la Chine est en train de prélever les gènes des femmes du monde entier. Ces données sensibles récupérées par la société chinoise BGI, l'une des plus grandes sociétés de séquençage au monde de l'ADN, sont stockées par centaines dans la Banque nationale de gènes de la Chine. Rappelons qu'en 2020, les États-Unis avaient sanctionné cette société pour les pratiques abusives de collecte et d'analyse d'ADN mises en place en Chine pour réprimer ses citoyens. La société chinoise BGI dispose de laboratoires de tests de Covid-19 dans 30 pays et envisage de les transformer en laboratoires de dépistage de la santé reproductive. Dans quel but? Selon Reuters, le but serait militaire. L'armée chinoise extrait ces données et les utilise pour ses propres recherches, qui pourraient inclure le développement d'armes biologiques génétiquement ciblées. L'un de ses objectifs est d'améliorer la qualité de la population. Ce qui ressemble, vous en conviendrez, beaucoup à l'eugénisme. Toujours, selon les données de Reuters, le docteur Corr nous indique que l'une des études de la BGI démontre que des données des femmes chinoises ont été traitées dans un superordinateur militaire. Le but était de sélectionner les minorités tibétaines et ouïghours pour trouver des liens entre leurs gènes et leurs traits caractéristiques. Les chercheurs chinois ont pu retracer les distinctions génétiques entre le groupe ethnique dominant des Chinois Han et les minorités ouïghours et tibétaines. Un rapport paru en 2019 se basait sur les recherches du BGI. Le but de la recherche était d'étudier la réponse génétique des femmes ouïghours après l'administration de médicaments. Et les nombreux témoignages d'Ouïghours détenus dans les camps de concentration montrent bien que ces personnes ont été forcées de prendre des médicaments qui les ont rendus malades. Nazak Nikakhtar, ancienne secrétaire adjointe au commerce, chargée de l'industrie sous l'administration Trump, avait déclaré « Il semble que les politiciens ne comprennent pas vraiment que les données génétiques peuvent être et sont aujourd'hui utilisées comme une arme contre nous par nos adversaires. Nous sommes qu'au début de la compréhension où la science va nous amener et des horreurs qu'une science d'une telle ampleur peut potentiellement déclencher. » Les dernières révélations du Daily Mail vont complètement dans ce sens. D'après le journal, la Chine se préparerait à une troisième guerre mondiale avec des armes biologiques, il y a 6 ans, selon un dossier produit par l'Armée populaire de libération en 2015 et découvert par le département d'État américain. Le rapport insiste sur un fait, c'est que l'arme biologique sera l'arme principale de la victoire. Il y est même décrit les conditions parfaites pour libérer une telle arme ainsi que l'impact que cela aurait sur le système médical de l'ennemi. Des détails rapportés dans The Australian montrent que les scientifiques et des responsables de la santé de l'armée populaire de libération ont examiné la manipulation de maladies pour fabriquer des armes d'une manière jamais vue auparavant. Les hauts responsables du gouvernement affirment que cela soulève des préoccupations majeures. Une autre préoccupation majeure concerne bien sûr la recherche sur le gain de fonction de l'Institut de virologie de Wuhan. Ces attributions lui donnent la possibilité de créer de nouveaux virus, plus transmissibles et plus mortels.
Le député Tom Dugendat, président de la Commission des Affaires étrangères au Royaume-Uni, a déclaré « Ce document soulève des inquiétudes majeures quant aux ambitions de certains de ceux qui conseillent les dirigeants du parti. Même sous les contrôles les plus stricts, ces armes sont dangereuses. » François complète ces faits par des documents obtenus par The Mail on Sunday. Ces derniers révèlent qu'un programme national dirigé par un organe étatique de premier plan a été lancé il y a 9 ans pour découvrir de nouveaux virus et détecter la matière noire de la biologie impliquée dans la propagation des maladies. Un scientifique chinois de premier plan, qui a publié la première séquence génétique du Covid-19 en janvier de l'année dernière, a découvert 143 nouvelles maladies au cours des 3 premières années seulement du projet. Les États-Unis n'avaient pas manqué de montrer de très sérieuses inquiétudes dans le fait qu'un tel projet soit élaboré de concert entre scientifiques civils et militaires, c'est-à-dire entre un institut de virologie et les forces armées du pays. Assistons-nous impuissants à la volonté du régime chinois d'utiliser la génétique et la virologie comme moyen de réussite dans son plan d'hégémonie mondiale? Le 20 juillet dernier, le site d'information Mediapart a terminé la publication de 6 articles sur l'affaire Légende, aussi appelée l'affaire des barbouzes de la DGSE. Nous allons revenir sur cette affaire rocambolesque, qui est en cours depuis plus d'une année. Alors tout commence le 24 juillet 2020 à Créteil, lorsqu'un riverain aperçoit 2 hommes dans une Clio, habillés en noir, portant des gants et une casquette, en plein été. Trouvant la scène étrange, il décide d'alerter la police. Arrivés sur les lieux, les policiers interpellent les 2 protagonistes et découvrent des armes, dont un revolver chargé et un silencieux fait maison, digne d'un film d'espionnage. Ils découvrent également un boîtier électronique permettant de suivre les déplacements d'une balise GPS. Les 2 hommes seraient des militaires en mission, appartenant au service Action, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Cette mission consistait à éliminer une femme, Marie-Hélène Dini, qui selon eux sera en lien avec le Mossad, le service secret israélien. Finalement, les 2 hommes étaient bien des militaires de la DGSE, mais pas en mission. Madame Dini, quant à elle, n'est pas en lien avec le Mossad, c'est une coach à la tête de 6 sociétés. En janvier 2020, une deuxième vague d'interpellations est venue éclairer l'affaire. Les 2 militaires avaient été recrutés par un agent de sécurité pour le compte d'un ancien membre de la DGSE, Daniel Beaulieu. En remontant les pistes, les enquêteurs découvrent des ramifications conduisant à un ancien journaliste du Dauphiné libéré, Frédéric Vaglio. Il s'avère que Vaglio et Beaulieu font partie de la loge maçonnique Athanor. Le commanditaire de l'assassinat de Madame Dini faisait également partie de cette loge maçonnique. Daniel Beaulieu avait auparavant été dans la plus grande loge maçonnique française, la loge du Grand Orient. Il l'aurait cependant quitté, selon ses dires, à cause de nombreuses demandes d'intervention. Cet ancien membre de la DGSE a déclaré, je cite, « À l'époque, quand j'arrivais, j'avais une grosse enveloppe avec une multitude de contraventions à faire sauter. On me demandait si des enquêtes étaient en cours sur un tel. On me demandait des extraits de casiers judiciaires. Je ne voulais pas me fâcher avec eux, donc j'ai stoppé. Nous avons donc des membres liés de près ou de loin à la DGSE, 3 francs-maçons, un ancien journaliste et des agents de sécurité. Franchement, il y a quoi écrire un polar. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. D'autres crimes ont été commis par les protagonistes de cette affaire, dont le meurtre d'un pilote automobile amateur qui devait de l'argent, le passage à tabac d'un élu du Val-de-Marne et bien d'autres. Selon Mediapart, 15 personnes, dont 4 militaires de la DGSE et 2 anciens de la DGSI, ont été mises en examen pour 16 chefs d'accusation, dont meurtre avec préméditation, tentative de meurtre commis en bande organisée, association de malfaiteurs, en vue de la préparation d'un crime, ou encore destruction par incendie en bande organisée. Cette histoire est loin d'être terminée. La justice française a encore un bon nombre de dossiers ouverts dans l'affaire Légende. Si cette histoire paraît sortie d'un roman policier, une question subsiste. Est-ce un cas isolé? En dehors des contrats d'assassinat et de passage à tabac, il y a également d'autres crimes commis par des personnes censées montrer patte blanche. Depuis des années, les scandales visant des membres du gouvernement éclatent les uns après les autres.
Tout le monde se souvient de l'affaire du couple Balkany, concernant une évasion fiscale. Il y a également le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est actuellement accusé d'abus de faiblesse et de viol. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui est inculpé par la Cour de justice de la République, est poursuivi pour conflit d'intérêts et prise illégale d'intérêts, suite à son ancienne activité d'avocat. Le ministre de la Justice a aussi évité une transmission à la justice d'un oubli concernant ses déclarations d'intérêts. Ce sont en effet 300 000 € qui manquaient dans la déclaration de ses revenus de 2018 et 2019. Plus récemment encore, c'est l'ex-ministre de la Justice, Rachida Dati, qui est inculpé pour corruption passive et recel d'abus de pouvoir. L'enquête porte sur des contrats conclus par la filiale néerlandaise de l'alliance Renault-Nissan, avec Rachida Dati et le criminologue français Alain Bauer. Selon Mediapart, une source proche du dossier affirme que Madame Dati, qui nie toute irrégularité, aurait touché 900 000 € d'honoraires en tant qu'avocate entre 2010 et 2012, alors qu'elle était à l'époque députée européenne. Alors que les membres du gouvernement et les agences qui y sont liées devraient être irréprochables, la réalité est tout autre. Tueurs à gages ou criminels en col blanc, ces révélations ne cesseront pas de nous étonner. C'est peut-être le moment de demander plus de transparence au sein de l'Hexagone. Si je vous évoque ces mots, confinement, port du masque, obligation vaccinale, passe sanitaire, vous conviendrez qu'ils se sont invités dans nos vies et ont marqué durablement nos esprits. J'aimerais vous poser une question. Quelle est la place du choix? Oui, du choix individuel face à des décisions coercitives provenant du gouvernement, et plus généralement de la société. Le pass sanitaire, dernière mesure en date, repose la question du libre arbitre. Si je prends pour seul exemple les personnes désireuses de ne pas se faire vacciner, doivent-ils se voir refuser l'accès à certains lieux de vie du fait de leur non-conformité aux mesures en place? Si l'on se base sur le Conseil de l'Europe, la vaccination ne devrait être ni obligatoire ni discriminatoire. Mais d'un autre côté, les personnes vaccinées ne voient pas non plus leur liberté retrouvée de façon pleine et entière, alors même qu'elles se sont conformées aux directives gouvernementales. Vous l'aurez compris, la question centrale reste la liberté. La liberté et le choix, bien évidemment. Cette liberté, pour tout citoyen, c'est notre identité, notre colonne vertébrale. Une frange large de la population appelle à retrouver notre vie d'avant. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est voulu rassurant. Il a déclaré « Le pass sanitaire, on y mettra fin à la minute où nous le pourrons. La loi nous autorise à l'utiliser au plus tard jusqu'au 31 décembre. » Pour l'heure, les mesures sanitaires ont des conséquences directes sur la vie des Français, sur le droit de travailler, l'accès aux soins, l'accès à certains lieux de vie. Écoutons le député José Evrard lors d'une manifestation contre le pass sanitaire. Je suis là aujourd'hui pour manifester ma réprobation de la politique gouvernementale concernant le pass sanitaire, qui n'est qu'une démarche visant à supprimer les libertés aux Français. Les libertés pour les Français, c'est quelque chose de concomitant à leur façon d'être, à leur âme française, puisque initialement, le peuple franc veut dire peuple libre. Un autre manifestant fait le parallèle avec le régime communiste chinois. Pourquoi pour vous, la France est devenue la Chine? Parce que c'était le pays des libertés, la France. Et là, ça devient le contrôle. Ça va être le contrôle de nos déplacements, de nos activités. C'est pas un exemple à suivre. Cet exemple, évoqué par ce manifestant, nous rappelle que la révolution culturelle du Parti communiste a détruit toutes les valeurs de la Chine d'avant, par toutes sortes de discriminations. La liberté du choix et d'expression sont devenues absentes. Souhaitons-nous tendre vers ce modèle? Je laisse le mot de la fin à Maître Gilbert Collard, qui nous définit sa conception de la liberté dans notre programme Esprit français. Les Français sont toute l'histoire de France est jalonnée par le mot liberté. C'est un peuple qui a fait de la liberté le premier mot de sa devise. Mais surtout, c'est un peuple de la liberté intérieure. On l'oublie trop. C'est un peuple de la liberté de parler, de la liberté d'écrire,
de la liberté de vivre. Et jamais les pouvoirs qui ont voulu mettre des menottes à cette liberté s'en sont bien sortis sur le plan historique. Jamais. L'amour de la liberté est consubstantiel à l'amour de la France. Et s'il n'y avait plus de combat pour la liberté, cela veut dire qu'on aurait perdu l'identité de la France. Nous avons plusieurs fois parlé des GAFAM, ces rois de l'entreprise numérique et stars de la Silicon Valley, qui envahissent de plus en plus notre quotidien. Avec leurs milliards de dollars de chiffre d'affaires et leurs puissantes perspectives financières, ils sont devenus de sérieux concurrents pour les États. Dans certaines régions des États-Unis, comme en Floride ou en Californie, ils s'érigent en nouveaux bâtisseurs et veulent construire leur propre ville de rêve, faisant fi des réglementations en vigueur. En s'installant dans la Silicon Valley, ces entreprises technologiques ont bouleversé l'économie de la région et ont fait flamber les prix de l'immobilier, faisant ainsi de cette région l'une des régions les plus chères des États-Unis. Mais aujourd'hui, les contraintes réglementaires d'urbanisation sont ignorées des géants de la technologie. Ils veulent imposer aux gouvernants leur modèle de ville nouvelle, construite par une communauté de gens partageant les mêmes valeurs qu'eux. Ce concept de ville privée est-il réalisable? Pour ce projet, il faut remplir des conditions d'affinité, c'est-à-dire partager les mêmes idées et les mêmes pensées. Pour ce faire, tout s'organise autour d'une communauté en ligne qui recrute les futurs résidents, sélectionnés via des plateformes. Le profil recherché, des personnes jeunes et ambitieuses qui veulent sortir des frontières et construire l'avenir. L'objectif, pour les organisateurs de ces projets, est de construire quelque chose de cool, fonctionnant avec eux et pour eux, et qui soit mutuellement bénéfique. La particularité dans l'esprit de ce projet, c'est qu'il se fonde sur des ségrégations ethniques et financières. Les promoteurs s'assurent que si vous souhaitez acheter l'une de ces résidences, vous ayez la capacité financière de la payer. Les promoteurs font valoir des règles de gestion en commun, c'est-à-dire que chaque propriétaire adhère à une charte de développement d'intérêt commun et partage un ensemble commun d'obligations financières, de droits de propriété et de servitudes établies dans un ensemble de restrictions réglementées. Avant toute acquisition, le promoteur doit obligatoirement constituer une association de propriétaires, dont les membres sélectionnés assureront la fonction de fonctionnaires municipaux. Cette association détiendra ainsi les pouvoirs juridiques en matière de subdivision de la propriété et de calcul des frais d'entretien. Aux États-Unis, le concept de SID est développé. D'ailleurs, il représente la forme de logement qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde d'aujourd'hui. Il comprend les condominiums, les appartements communautaires, les développements planifiés et les coopératives de stock. Prenons un exemple. Un propriétaire aimerait avoir une piscine mais n'en a pas les moyens. En achetant un condominium avec une piscine dans un SID de 100 unités, il pourra utiliser la piscine pour 1 centime du coût en raison du partage avec les 99 autres propriétaires. Cette nouvelle forme de logement entraîne pour le propriétaire l'abandon d'une liberté de choix dont il aurait pu bénéficier dans un acte de propriété classique. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.